Mais alors, Cédric, du coup, tu kiffes faire ta déclaration de TVA? Bah ouais, c'est Claude qui l'a fait. Voilà, c'est ça. Mais indépendamment de cet exemple-là, si je devais la faire moi, en fait, c'est qu'est-ce qui me gênerait, qu'est-ce qui pourrait me gêner dans ma déclaration de TVA? Le fait d'avoir dépensé de l'argent, le fait d'avoir apposé cette action, c'est quoi le problème? Vous avez une boîte, un business, et quand on vous parle gestion, vous attrapez l'urticaire, vous vous sentez atteint de, comme qui dirait, phobie administrative? Ça arrive même aux meilleurs. Nous, on voit plutôt le business comme un jeu. Bonjour et bienvenue dans le podcast La gestion dans son plus simple appareil, pour que vous ne vous retrouviez pas à poil. Je suis Stéphanie Pinault et voilà 20 ans que j'accompagne des entreprises et 10 ans que je suis entrepreneuse. L'idée, derrière ce podcast, parler de sujets sérieux avec légèreté. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast La gestion dans son plus simple appareil. Aujourd'hui, une nouvelle partie de MAD et j'ai le plaisir d'accueillir Cédric et Claudine Esserméan. Merci d'être là. Alors, je rappelle vite fait, MAD, c'est le jeu où l'objectif, c'est de perdre tout son argent. C'est rigolo en jeu, mais dans la vraie vie, dans le business, le but, c'est d'en gagner. Bonjour Claudine, bonjour Cédric. Sal- Salut, Salut. comment Salut. allez-vous? Et- Génial. Très bien. Eh ben, c'est parti. Jouons. Je lance les dés pour toi, Claudine, parce que sous Zoom, c'est moi qui la main. Hey, 8. Oh, ici, c'est ailleurs. Si tu fais 7, encaisse 500 dollars et retourne à Go, en sachant que tu gagnes de l'argent à Go, hein, c'est un peu comme le Monopoly. Sinon, va simplement à Go. Ici, c'est ailleurs. J'adore cette case parce que pour le coup, tu peux peut-être nous expliquer rapidement ce que tu fais. Alors moi, je propose d'accompagner les entrepreneurs et de les libérer au niveau énergétique, au niveau de leurs freins. Et ici et ailleurs est une bonne case. Oui, parce que tu fais pas ça. Alors, peut-être que tu peux aussi le faire en présentiel, mais tu fais ça à distance. Oui, la plupart du temps, je propose à distance. Je le fais de temps en temps, mais c'est vraiment très rare en présentiel. Mais voilà, quand je propose des séances, c'est à distance. Et effectivement, ça se fait à distance. Pour des très terre à terre, très, très sceptiques et très cartésiens, comment tu peux travailler sur des freins, sur de l'énergie, sur quelqu'un à distance? Effectivement, c'est toujours la première réaction des gens en disant, tu fais ça à distance. Et souvent, les gens sont sceptiques, comme tu dis. Ils voient pas, en fait, comment tu peux faire à distance. Mais justement, l'énergie, elle ne se voit pas. Mais on est tous énergie. Et dans notre champ énergétique, dans ce qu'il y a tout autour de nous, en fait, on ne le perçoit pas, mais ça se voit. Euh, En fait, dans l'énergie, on va aller chercher des informations, on va aller se connecter à des ressentis. Et c'est ces choses-là qu'on va pouvoir percevoir, mais en fait, on va le percevoir autrement. Et, c'est, et du coup, on n'a pas forcément besoin d'être dans la même pièce que la personne. On va simplement se connecter à cette énergie et en fait, euh, il n'y a pas besoin de toucher la personne, il n'y a pas besoin d'être en présentiel pour pouvoir euh, avoir des sensations et d'être connecté à cette information, à ce ressenti qui va permettre d'aller libérer ses freins. Cédric, j'aimerais bien que tu racontes l'histoire avec les deux particules qui Hmm. sont à des distances différentes qui pourraient Ouais. raconter ça. En fait, j'appuierai vraiment ce que dit Claude avec deux choses. Donc, il y a effectivement ce phénomène-là, mais juste avant, quelque chose qui concerne absolument tout le monde avant de partir sur de la théorie. On sait tous ce que c'est l'empathie.
c'est de ressentir les émotions des autres. On n'a pas besoin de toucher l'autre pour ça. C'est vrai. Sinon, on pleurerait pas tous comme des madeleines quand le chien décède au cinéma. C'est vrai. On est au téléphone avec une amie, elle nous raconte ses trucs, on peut ressentir, se projeter, et c'est pas je me mets à ta place, c'est je ressens tes émotions, je suis connecté à toi par empathie et pas par compassion. Je vais pas rentrer dans des phénomènes sémantiques ici, mais par empathie, je peux percevoir ce que toi tu ressens. Et ça se fait à distance au téléphone, on le fait tout le temps. Mais on ne se rend pas compte. Et ben en fait, c'est exactement la même chose. Le sens humain qu'on utilise pour travailler à distance, c'est l'empathie. Ça nous permet de percevoir à distance, certes les émotions, mais quand on l'entraîne, ce sens-là, on peut percevoir beaucoup plus que juste les émotions. On peut le développer au point de ressentir des informations et des choses très précises et de consulter ce qui se passe à l'intérieur de l'autre grâce à l'empathie. Et ça s'explique comment? Par de la science. C'est de la science physique. Dans la science physique, il y a plusieurs domaines, notamment la physique quantique. Et là, vous allez me dire, ah ouais, vas-y, le quantique, c'est facile. Non, non, c'est facile à sortir comme carte pour expliquer l'inexplicable. Je vais vous donner un élément extrêmement simple. 2023, le chercheur français qui est un physicien qui s'appelle Alain Aspect a obtenu le prix Nobel de physique pour ses recherches sur la physique quantique et notamment le phénomène d'intrication quantique. Vous ferez vos recherches. L'intrication quantique, c'est quand tu prends deux particules, notamment de lumière, parce que c'est plus facile à manipuler, tu prends deux particules et tu les éloignes l'une de l'autre, peu importe la distance. Si ces deux particules sont issues de la même source, quand on modifie une, ça modifie l'autre instantanément. C'est une propriété physique qui se passe des choses à distance et de façon instantanée. Il n'y a même pas de temps de déplacement de l'un à l'autre, il n'y a pas de transfert d'informations, il n'y a rien. L'intrication quantique a été récompensée par un prix Nobel en 2023 grâce au Français Alain Aspect, qui était pas tout seul d'ailleurs, il était avec au moins deux autres chercheurs, je crois. Mais ce sont des choses qui existent depuis les années 40. Je crois que c'est en 1944 que Max Planck a découvert que la matière, ça n'existe pas. En fait, c'est de l'énergie. Donc, oui, ils n'en parlent pas à la télé, mais en vrai, tout le monde sait que ça existe sur le plan de la science. Ok. Et Ça en me fait, fait on a tous, penser, oui, ça me fait penser un peu les premiers téléphones où il y avait une standardiste qui branchait d'un côté de l'autre, sauf que là, du coup, il n'y a pas de standardiste, mais c'est le même principe. En fait, vous vous branchez à quelqu'un. Alors, ça peut faire peur parce que du coup, est-ce que vous pouvez vous brancher à n'importe qui comme ça, n'importe comment? c'est quelque chose qu'on peut faire, mais de façon générale, on ne le fait pas sans l'autorisation de la personne. En tout cas, pour lui délivrer des informations. Donc après, par contre, effectivement, dans la vie, on ressent tous des choses à des moments différents. Et notamment quand vous rentrez dans une pièce et vous allez sentir l'énergie ou le ressenti des autres. Et il y a tous un moment donné où on est arrivé vers une personne et on s'est dit, tiens, celle-là, je sais pas pourquoi, mais je la sens pas. On a un ressenti qui fait que on aime. C'est comme si on l'aimait pas tout de suite. Alors après, il y a le mental qui arrive en disant, mais oui, mais regarde, elle est bien habillée, elle a l'air sympa quand même, etc. Mais voilà, ou alors dans un restaurant, quelque chose qui paraît dans un lieu, quelque chose qui est encore plus de façon globale. Dans un restaurant, on rentre et on dit, non, je sais pas pourquoi, mais je l'aime pas, j'ai pas envie de manger ici. Donc en fait, on se connecte constamment à l'énergie et à tout ce qui est autour de nous, et tout le monde le fait tout le temps. Mais ensuite, c'est de donner les informations qui fait que là, on ne le fait pas et on va demander la permission à l'autre parce que on a chacun notre libre arbitre et on n'est pas là pour aller donner des informations qui n'ont pas été demandées. Ok, donc il y a une éthique. Ça me parle beaucoup en tant qu'ancienne expert comptable, une éthique, ça me parle vraiment beaucoup. Ça me fait penser un jour, euh, j'ai deux ados, et ces ados ont été enfants, et mon fils a une tendance à être hypersensible. On a été chez une amie il connaissait les lieux, il n'y avait pas de problème. Jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu de problème. Et ce jour-là, il était tout petit, il devait avoir 3 4 ans. Il n'a pas voulu, il a passé la porte d'entrée, il s'est bloqué
Et il n'a pas voulu enlever son manteau, il n'a pas voulu se mettre à l'aise, il n'est pas rentré dans la pièce. Et pendant quasiment 10 à 15 minutes, j'ai essayé de le mettre à l'aise, j'ai essayé de... Puis au bout d'un moment, ben, je me suis dit, bon, ben, on va partir, c'est pas grave, c'est pas... Et en fait, à ce moment-là, mon amie m'a expliqué que son oncle était décédé et qu'elle allait pas bien. Et en fait, ouais, les enfants, c'est des éponges émotionnelles, mais pas que. En vrai, ce que je comprends, c'est qu'il y avait aussi, certes, de l'empathie, mais l'énergie du lieu qui était pas bonne, etc., etc. C'est comment ça se fait qu'à un moment, on casse tout ça? Comment d'enfants qui percevons les choses, on devient des adultes qui, du coup, sommes cartésiens et rationnels? C'est une question de culture. Culturellement, on a tous grandi en se faisant dire, mais voyons, c'est pas logique, pourquoi tu ferais ça? C'est vrai. On a tous grandi dans une culture où on nous explique que la science, le cerveau, c'est le plus important. Que le rationnel, le pragmatique, il n'y a que ça qui compte et que non, mais c'est des histoires, tu imagines des choses. Les parents nous disent ça, non, mais tu imagines des choses, c'est pas vraiment là. C'est culturel, c'est culturel. On a tous appris à ne pas écouter la part de nous qui est sensible, créative, perceptive. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Encore une fois, l'empathie, tout le monde l'a, l'intuition, tout le monde en a une, mais la plupart du temps, on l'écoute pas. Comme disait Claudine, c'est ouvert tout le temps. On peut pas fermer ce truc. On peut arrêter de l'écouter, on peut arrêter de le regarder, mais c'est un sens qui est actif. Oui. Et j'ai juste envie de rajouter aussi, c'est que dans l'histoire, il y a eu quelque chose qui était la chasse aux sorcières et qui était ces choses magiques là. Et alors, à l'époque, c'était au niveau des femmes. Il n'y avait pas le droit de ça. C'est vrai. C'était dédié à l'Église et donc les autres n'avaient pas le droit. Donc en fait, il y a quelque chose qui a perduré pendant longtemps et aujourd'hui, on est en train d'ouvrir différemment en disant tout le monde a ce don et en fait, il y a juste à euh, le percevoir à l'intérieur de nous. Mais pendant très longtemps, c'était interdit. Et on pouvait mourir si on montrait ce genre de capacité. Donc, c'est au niveau de l'histoire qu'il y a eu ça aussi. Et puis après, il y a au niveau de la culture. Ouais, mais c'est la même chose. C'est la même Ouais, chose. La culture dont moi je parle, c'est l'héritage de ce dont toi tu parles. voilà. C'est juste la suite logique. On est arrivé à un point où pendant des centaines d'années, prenez conscience de ça, pendant des siècles, il y avait les hérétiques et puis il y avait ceux qui avaient le droit de penser comme il faut parce que c'était l'Église qui avait décidé que c'est comme ça qu'il fallait penser. Quand on y pense, combien il y a de femmes dans la direction du Vatican là? La parité n'est pas tout à fait respectée. Quand on y pense, regardez n'importe quel film, documentaire, tout est à chaque fois, la séparation de l'Église et de l'État est arrivée à un moment donné, mais n'empêche que encore aujourd'hui, t'as pas le droit de penser en dehors des clous. Je veux dire, euh, les hérétiques d'hier, c'est les complotistes du Covid, mais c'est la même chose. Il y a la pensée unique. Et voilà, donc tout le monde doit penser d'une certaine façon. Et les humains sont persuadés que il y a les cinq sens et puis il n'y a rien d'autre. Et puis il y a la science. Ah ouais, mais c'est pas prouvé scientifiquement. Ça, c'est l'argument de la mauvaise foi la plus absolue. C'est pas prouvé scientifiquement. Mais en fait, si, c'est juste que toi, t'es pas au courant. L'intrication quantique, prix Nobel de physique adressé attribué à un Français, juste, t'es pas au courant parce qu'ils n'en parlent pas, parce que ça les arrange pas, mais ça existe, putain. Je te dis, 1944, Max Planck, en pleine Deuxième Guerre mondiale, qui se dit, mais en fait, la matière, ça n'existe pas. Tu touches ta table? Ouais, bah, c'est pas de la matière, en fait, c'est de l'énergie. Quoi? Ah ouais, mais c'est juste une question d'ouverture d'esprit après. Je peux comprendre que ça puisse paraître très... C'est quoi ce cirque, quoi? Mais si, la matière, elle est là, ma table, je la touche. Mais ce qui est génial, c'est que un truc qui nous arrive tout le temps, c'est que quand on dit vous faites quoi comme métier? Bah, je suis médium d'affaires, les gens nous regardent avec des grands yeux comme ça, et après ils sourient et ils nous disent deux choses, soit l'une, soit l'autre. C'est soit ah mais moi je crois à tout ça, soit je suis très cartésien, mais et là on commence à discuter. Et c'est extrêmement rare de tomber sur quelqu'un qui est complètement bloqué et qui refuse. Mais dans 98% des cas, les gens sont super attirés par la thématique.
Ah bah oui, oui, c'est justement, on rejoint un peu tous ces interdits, tous ces mystères, c'est un peu, oui, ça attire, on est d'accord. Claudine, donc toi, tu lèves les freins pour aller plus loin. Est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux exemples de ce que tu fais et qu'est-ce que ça apporte aux personnes à qui tu le fais? Euh, alors, je vais prendre un exemple d'une femme qui arrivait, qui était un peu, en fait, perdue dans tous ses domaines de vie, que ça soit en tant que maman, en tant que femme, en tant que épouse et par rapport à son activité professionnelle. Donc, là, en tout cas, elle était salariée, il y en a d'autres qui sont entrepreneurs. Et en fait, dans ces quatre piliers de vie, elle se sentait vraiment perdue et elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas aligné avec ce qu'elle était vraiment. Et en fait, petit à petit, dans les séances, moi, je me connecte à l'énergie et je vais aller chercher des informations dans l'inconscient et ensuite aller libérer. C'est surtout ça, la grosse phase, aller libérer ces freins avec des outils énergétiques qu'on a conçus ensemble ou avec toute autre chose qui peut me venir en méditation guidée, par le chant aussi. Des fois, moi, ça peut venir de cette façon-là. Donc, la personne qui est en face va simplement se laisser guider, se laisser aller et faire confiance au processus. Bien sûr, tout du long, je la guide et elle est pas toute seule. Mais ensuite, quand elle retourne dans sa vie, et souvent, c'est des freins dont elle a conscience. Au final, une fois que je lui en ai parlé, c'est oui, ça me parle. Oui, effectivement, c'est par là, etc. Il y a pas de grosses surprises qui arrivent. Euh, et ensuite, c'est simplement d'aller observer et faire de nouvelles expériences dans sa vie parce qu'il y a des informations dans l'énergie qui ont pu changer, qui ont changé, et simplement après d'aller expérimenter cette nouvelle façon d'être. J'ai envie de dire ça comme ça. Et là, je pense à cette cliente qui était venue et en fait, elle a utilisé le mot à la fin en me disant, mais ça paraît magique. Et effectivement, en soi, en quelques minutes, une séance peut durer entre une heure et quart. Il y a déjà des grosses pièces et des choses qui sont ancrées depuis longtemps, qui peuvent être dissoutes, libérées. Et dès le lendemain, alors des fois ça peut prendre quelques jours et quelques semaines, mais des fois il y a dès le lendemain quelque chose de différent. Et la personne repart avec une nouvelle façon d'être et une nouvelle façon, un autre point de vue dans sa vie en disant, ah ouais, tiens, aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de faire le ménage à fond, par exemple. Là, j'ai envie de prendre du temps pour moi. Tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas appelé mon père. Et là, j'ai envie de passer un moment avec lui. Et comme disait cette cliente, comme par magie, il y a quelque chose qui se passe de différent. Et en fait, ça arrive au quotidien avec de l'observation dans ses propres choix, dans ses façons de faire. Et en fait, petit à petit, on sent qu'on part vers une autre façon d'aborder les choses et de voir la vie. Et souvent, j'aborde ces quatre piliers dont j'ai parlé au début, qui sont importants, mais tout est imbriqué quand même, parce qu'en fait, finalement, quand on va libérer un frein qui est sur notre vie entière, finalement, et ben, ça va avoir des conséquences à différents endroits. Et là, c'est vrai que la cliente dont je parle, elle est repartie en disant, je me sens libre, je me sens sereine, je fais des choses que je ne m'autorisais pas avant. Et effectivement, cette question d'autorisation, et ben, en fait, on a envie, consciemment, on a envie à un moment donné de dire, bon, allez, je me mets moins la pression pour mon boulot.
Au niveau des enfants, j'essaye d'être une mère moins parfaite, entre guillemets. Ça, c'est souvent les choses qui reviennent chez les femmes. En tant qu'épouse, et puis le pilier de moi, en tant que moi pour moi, qu'est-ce que je fais? Celui-là, il est très, très souvent oublié et on le met de côté. C'est celui-là qu'on voit en dernier. Et, euh, et en fait, elle avait retrouvé de l'harmonie dans ces différents piliers et de se sentir libre et sereine, de dire, je fais ce choix-là et maintenant je le fais consciemment plutôt que être dans quelque chose d'automatique. Et au bout d'un moment, on arrive à un trop-plein et on tourne, mais on ne sait pas toujours pourquoi. Et simplement aller chercher des informations dans l'inconscient et soi-même, c'est très difficile pour aller le chercher soi-même. Donc, c'est là où l'énergie, la connexion va permettre d'avoir ces informations. Et avec une information, des fois, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans sa vie au quotidien. J'ai testé, j'ai fait une séance avec toi il y a quelques mois maintenant, un moment où j'avais beaucoup travaillé, où j'avais beaucoup donné, et j'étais dans le creux de la vague et je savais plus trop dans quel sens j'étais, un peu comme un surfeur qui s'est fait mettre en bas de sa planche et qui sait plus s'il est en haut, en bas, bref, dans quel sens il faut qu'il aille pour remonter, prendre de l'air. Et c'est vrai que tu m'as fait travailler l'ancrage et depuis, mais je sais où est le haut, où est le bas en fait, hein. C'est vrai que, Et et il y a des ouais, questions que je ne me pose plus. c'est vrai que ce que j'aime particulièrement et ce qui est un peu ma spécialité, c'est ce qu'on peut appeler Les charges émotionnelles statiques. voilà, j'allais dire, aide-moi. Les charges émotionnelles statiques. Des choses qui peuvent rester bloquées et notamment, c'est souvent bloqué en haut du corps, dans notre tête et dans nos émotions. Et en fait, on bascule entre la tête et le cœur et les émotions, pardon. Et du coup, ça reste en haut. Et en fait, dans notre corps, l'énergie, elle, elle peut pas rester toujours en haut. On a besoin que ça circule dans tout notre corps, etc. Et notamment d'aller vers notre bassin, vers notre chakra racine en bas. C'est là où on va trouver notre stabilité. Et effectivement, c'est quelque chose que je regarde beaucoup chez les femmes qui... Alors, je dis les femmes parce que, effectivement, pour l'instant, j'ai beaucoup travaillé avec les femmes. Et, euh, et en fait, il faut simplement aller libérer cette charge-là. Donc, il y a des exercices pour ça, il y a des libérations qui peuvent se faire. Et après, une fois qu'on a retrouvé cette sensation que l'énergie circule partout dans mon corps et plus juste en haut, et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on arrive à ce qu'on appelle des burn-out aussi, parce que c'est tellement chargé dans notre tête et aussi dans nos émotions que du coup, ça stagne. Donc, et ça, c'est vraiment pas bon pour notre corps physique, ni notre corps émotionnel. Donc, il y a besoin que ça circule, qu'on sente de nouveau cette énergie vitale, cette flamme intérieure, etc. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, qui soit au bon endroit. Ouais, d'ailleurs, quand on sent bien que les choses circulent et que ça bouge. Et on sent bien que quand ça stagne à un endroit, ça crispe et il y a un truc Mm. qui est tendu. Il y a vraiment juste une précision que j'aimerais ramener par rapport à ce que tu viens de dire et que ceux qui écoutent ici soient vraiment conscients du mécanisme, c'est que lorsqu'on a repéré dans l'énergie où était le nœud et qu'on a dissous, Claudine a utilisé ce mot-là, on a dissous le blocage et le frein. Ce qui va se passer pour que les nouvelles autorisations, les nouvelles permissions qu'on va se donner et de plus poser de questions et de tout ce truc magique de ce qui a changé, en fait, ça ne demande pas de faire un effort pour passer par-dessus le frein qui était Mm. là avant. C'est juste que le frein n'est plus là. On a dissous le frein. Et donc, comme tu l'as dit, Steph, c'est bah, aujourd'hui, je ne me pose plus ces questions-là. Le cerveau est plus en train de s'activer et de s'agiter là où il s'agitait avant. C'est juste, comme il n'y a plus, bah, c'est un peu comme un chat avec un pointeur laser sur le carrelage. Le chat s'excite tant qu'il y a le pointeur laser. Enlève le pointeur laser, le chat, il va faire sa vie, il va aller faire la sieste, tu vois. Et ben notre mental, c'est un petit peu ça. On a enlevé le pointeur laser, où il dit, ouais, mais là, j'ai un problème, machin. Et ça va mieux. Ton image est très rigolote, c'est très juste, ouais, c'est ça. Bon, mon ego est pas super flatté de se faire comparer à un chat qui s'excite sur un pointeur laser, mais c'est ça.
Oui, c'est la partie inconfortable du processus, c'est que l'ego va pas nécessairement aimer de s'être trompé. Mais C'est ça. si c'est juste ça qui vous retient d'être heureux, ben, après, c'est une décision, quoi. C'est dommage. Être heureux ou avoir raison. Tiens, voilà, au choix. Du coup, tu nous as donné, Claudine, quelques freins que tu rencontrais couramment chez tes clientes. Celle de s'oublier principalement. Enfin, c'est pas un frein, enfin, si, c'est un frein, c'est d'être heureux avec soi-même, au final. Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais. Euh, Est-ce que tu en as identifié des grands thèmes et est-ce que tu pourrais nous dire juste en quelques mots, parce qu'on ne peut pas y passer 5 siècles non plus et je sais que, bah voilà, comment est-ce qu'on pourrait aider nos auditeurs sur deux, trois, même deux freins qui sont hyper courants et juste, voilà, un petit coup de main, un petit exercice ou un petit truc hyper rapide où ils se disent, tiens, ça, je peux faire. Alors, le premier qui me vient, c'est tout à l'heure, je disais, en tant que femme, il y a cette partie-là de nous-mêmes qu'on oublie. Euh, et c'est souvent là des femmes qui arrivent qui sont fatiguées, qui en ont trop fait. Euh, la première étape, qui n'est pas la plus facile, mais que j'ai envie de vous partager, c'est de prendre le temps de s'observer et de savoir comment je me sens là, à cet instant. Et souvent, alors soit on se pose même pas la question et on fonce et on va tout droit, soit, soit on se pose la question, on dit ah ouais, ouais, ça va bien. Mais de prendre 30 secondes, une minute et de se dire comment je me sens vraiment là. Et honnêtement. Et Un exo tout simple. À chaque fois que vous croisez quelqu'un qui vous dit comment ça va, quand vous répondez ça va et toi? En une demi-seconde, vous vous êtes pas vraiment posé la question. Donc quand on vous demande comment ça va, prenez une demi-seconde pour vous poser à vous-même la question de dire, tiens, et si je faisais une réponse honnête au lieu de faire une réponse débile pour une fois? Si j'étais honnête Ah, envers moi-même au là, je lieu vais me de faire l'avocate cacher, de tous les moments hyper fatigués. C'est qu'en fait, on ne peut pas se poser la question, ça fait trop mal. hein, oui, oui, là c'est un appel à l'honnêteté. hmm. Si je suis vraiment honnête, comment je me sens? Et finalement, c'est quelque chose de facile. Quand je vous dis ça, posez-vous simplement la question comment je me sens, mais d'être honnête, de prendre ce temps-là et de le faire plusieurs fois par jour. Ça, c'est vraiment un automatisme à acquérir. Et au fur et à mesure, de pouvoir aussi respecter. Là, je me sens fatiguée. J'ai besoin de 10 minutes de pause avant d'enchaîner sur ci, ça, etc. Là, j'ai pas envie de faire la vaisselle, donc je vais laisser dans l'évier et ça attendra demain. J'ai pas envie de faire le ménage et bon, même s'il y a besoin, bah, peut-être que je juste passe un petit coup d'aspirateur stratégique, comme on dit dans notre famille, et pas besoin de faire le ménage à fond, mais de s'autoriser à prendre ce temps pour soi. Alors là, je sens aussi la culpabilité qui peut arriver chez ces femmes-là en disant non mais je peux pas. Donc là, on va aller sur des freins qui sont personnels à chacune. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi chez moi ça se matérialise de cette façon-là? Là, j'aurais pas de choses, on va dire, Global, générales. ouais. Ouais. En fait, le mécanisme général, juste histoire vraiment de comprendre, quand on dit qu'on a un frein, un blocage inconscient, une croyance limitante, j'aimerais juste replacer le contexte au bon endroit ici. C'est vraiment très important. Les fonctionnements internes par-dessus lesquels on n'arrive pas à passer. Par exemple, de laisser la vaisselle dans l'évier, de partir de chez soi avec le ménage pas fait. Non, non, mais ça, c'est pas possible pour moi. Ce truc-là n'est pas vraiment un frein. En fait, on sent qu'il y a un blocage, mais ce truc-là est une programmation interne qui nous permet de nous sentir en sécurité.
C'est un schéma de protection et de préservation interne. Notre système interne répond à ses besoins et le besoin principal de notre système interne inconscient, c'est la sécurité. Vous voulez être sûr de ça, essayez de retenir votre respiration pendant 20 minutes. Avec toute la force de volonté du monde, vous allez vite vous rendre compte que votre volonté ne vaut rien du tout face au fait que votre système va répondre à ses besoins et votre volonté n'a aucune chance contre ça. Et donc, lorsque vous sentez qu'il y a des choses qui sont absolument impossibles pour vous à faire, c'est que votre système inconscient cherche à vous protéger, à vous préserver, à éviter une menace qui n'existe peut-être pas avec votre rationnel. Il dit, mais c'est pas logique. Oui, ce n'est pas logique. Justement, c'est l'autre moitié, l'autre 50% de la vie qui n'est pas logique. On a tous grandi dans le mais pourquoi c'est pas logique, ne le fais pas. Donc ça, c'est le 50% de la vie. L'autre 50% de la vie, c'est tout ce qui n'est pas logique. Mais là, on est dans les schémas de construction inconscient symbolique. Ça, c'est le travail de Freud ou de Maslow. Hein. On ne l'a pas inventé. C'est comme ça que l'humain fonctionne. On le sait depuis des lustres. Il y a un schéma interne qui nous préserve d'une menace symbolique quelque part. Même si la menace n'est plus là, comme on a été câblé comme ça dans l'enfance, notre système continue de fonctionner comme il est câblé. C'est comme un programme informatique. Tant qu'on n'a pas reprogrammé le code source, bah, on fonctionne de la même façon. Et en fait, on fait de l'informatique intangible, nous. C'est ça qu'on fait. On déprogramme, on modifie, on fait du hacking, on fait du piratage informatique de l'inconscient, en fait. Pour remettre le truc comme il était censé fonctionner, comme quand on était tout petit. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Steph, comment ça se fait qu'en grandissant, et c'est ça, on avait un fonctionnement naturel et on a appris et on s'est adapté. Et aujourd'hui, on fonctionne en tant qu'adulte d'une autre façon. Et nous, notre métier, c'est de déprogrammer l'adulte que nous sommes devenus parce on est devenu qui on a cru qu'on devait devenir et de ramener les gens à leur véritable nature. Tu peux répéter cette phrase, s'il te plaît? Les adultes que nous sommes devenus se sont conditionnés par rapport à qui on a cru que l'on devait devenir, par rapport aux injonctions de la famille, de la culture locale, sociétale, etc. On a cru qu'on devait se comporter d'une certaine façon, penser d'une certaine façon. Mais tout ça, pour avoir la paix, on a capitulé, on a dit, bon d'accord, je vais faire comme ça. Sans le faire de façon intentionnelle. Mais quand tu as 4 ans et que tes éducateurs ou à l'école ou quoi que ce soit, on te dit, c'est comme ça la vie, d'accord. Tu sais, moi je sais que je sais pas, toi tu sais, tu es l'adulte, donc ok, on va faire comme tu dis. Et petit à petit, on s'éloigne de notre véritable nature. Sauf que l'épanouissement, c'est quelque chose de l'intérieur qui s'expanse vers l'extérieur. Et l'épanouissement ne peut pas être atteint tant qu'on est en train de fonctionner sur des conditionnements appris. On est obligé de retourner sur nos fonctionnements naturels, sur notre pureté, sur qui on est en fait, ou plutôt ce que l'on est. Oui. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite, en fait. On la laisse éclore et Voilà. pousser d'elle-même. Il est dit qu'il y a certains types de requins dont la taille de corps s'adapte à l'environnement. Si tu prends un requin et que tu le mets dans un aquarium trop petit pour lui, à l'âge adulte, il aura toujours la même taille que quand il était petit. Tu prends ce requin trop petit, donc tu le mets en pleine mer ou dans un aquarium plus gros, son corps va grandir. Son corps va s'adapter à l'environnement. Il y a vraiment ce phénomène d'adaptation chez nous qui ne se voit pas. On n'a pas l'impression d'avoir un corps plus petit ou plus grand, quoique. On pourra en reparler de la psychomorphologie, mais Ouais, c'est le travail de Lise Bourbeau. Hein. Tous ceux qui ont lu Écoute ton corps et tout ça, là, les Lise 5 blessures. Voilà, les 5 blessures, voilà. On est sur de la morphopsychologie, c'est clairement ça. Mais c'est la même chose. La question que tu poses, Claudine, comment on va, moi, elle me fait beaucoup écho parce que bah déjà, quand je m'observe en temps, alors maintenant mes enfants sont beaucoup plus grands, mais quand je courais partout, quand j'étais expert comptable avec les enfants petits, ou je crois que franchement, tu m'aurais posé cette question, je me serais mise à pleurer. Enfin, c'est... Non, mais... Ouais. Et j'ajouterais que tu m'as fait installer sur mon téléphone un dong régulier pour revenir les pieds sur terre et dans la réalité, parce que ben, moi, je passe un temps fou sur le numérique à construire des formations, à lire de la documentation ou à faire des choses, et le réel m'échappe souvent. Ce qui faisait que ben, j'étais sur ma planche de surf et la tête dans l'eau. Donc, tu m'as fait mettre un dong
donc pour travailler quelque chose de très précis. Mais je pense que ce dong, on peut aussi l'utiliser pour se demander comment on va. En fait, ce dong, on l'utilise pour tout ce qu'on veut. Exactement. Et ça serait un exo facile à faire. C'est quoi l'application? Plume Village. Plume sans E, PLUM. Village. Et dans cette application, vous avez effectivement la possibilité de faire sonner un dong. C'est des bols de méditation. Vous pouvez choisir quel type, quelle intensité vous voulez et quelle sonnerie vous voulez. Et de le mettre en place et qui sonne régulièrement. Alors, ce que je t'avais conseillé, Steph, c'est par exemple le mettre toutes les 52 minutes et pas à heure fixe parce que sinon, finalement, notre système s'habitue. Donc, et de revenir à soi, en fait, simplement à différents moments de la journée et pas d'aller en mode automatique et de prendre ce temps-là pour soi, juste comment je me sens là maintenant. Ah ouais, j'ai une super énergie, je suis en train de construire mon offre, je passe un moment avec mes enfants, c'est génial. Et vraiment d'aller prendre ce temps-là, de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors au départ, vous allez peut-être pas avoir beaucoup de mots, beaucoup de sensations. C'est bah tiens, c'est plutôt agréable ou c'est plutôt désagréable. Tiens, j'ai une douleur dans les épaules ou ça peut être aussi de prendre conscience de vos douleurs physiques plutôt que de les mettre en dessous du tapis. Et petit à petit, à force de vous entraîner, parce que c'est quelque chose, on n'apprend pas à faire ça, à s'observer. Petit à petit, vous allez avoir plus de mots, vous allez prendre le temps et avoir des sensations différentes et peut-être des mots différents aussi qui vont arriver. Et ça, c'est vraiment important pour pouvoir vous adapter dans votre vie au quotidien. Et s'il y a des choses qui vous gênent, etc., bah, à ce moment-là, d'aller peut-être prendre le temps de chercher quelque chose qui est dans l'inconscient ou dire j'en veux plus du tout, comment je fais? Et ben là, il y a des solutions aussi. Cool. On passe au tour de Cédric. Je lance les dés pour toi. Hey, Allez, 4. Prends une carte. Ah, change de place avec qui tu veux. Le hasard fait très bien les choses. qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Moi, je t'ai connue pour justement casser certains schémas que j'avais, pour pouvoir justement prendre une place que je n'osais pas prendre. Et Qui du était la coup, tienne en change de place l'occurrence? avec qui tu veux. Pour moi, je trouve que ça te va très très bien parce que tu arrives à, à casser les cercles vicieux des gens pour installer des cercles vertueux et qui mènent là où ta phrase est vraiment trop compliquée pour moi. Non pas là où on croit vouloir être, mais là où on a envie d'être et où on arrive justement comme une fleur à pousser et à fleurir en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. C'est nous ne sommes pas qui nous sommes qui on a cru qu'on devait être. Comment est-ce que la pensée crée une réalité? Enfin, pour le coup, tu as parlé de physique quantique, on est clairement dedans, mais Ouais. comment toi tu le constates au quotidien? Alors déjà, il y a deux types de pensées. Il y a les pensées conscientes et les pensées inconscientes. Les pensées conscientes, c'est si ne pense pas à un éléphant rose, tu vas avoir l'image d'un éléphant rose, ou quand tu fais ta compta ou quand tu dois faire une liste de courses, tu penses consciemment et intentionnellement. Et puis il y a les pensées inconscientes. En fait, c'est des pensées que tu ne peux voir passer que si tu les observes. L'histoire du dong et notre capacité à muscler notre... C'est le fait de muscler notre capacité à nous observer, certes ressentir, mais aussi nous observer penser. C'est de la pleine conscience. Ça, c'est des exercices de pleine conscience typiques. Donc, déjà, il y a deux types de pensées, les pensées conscientes et inconscientes. Les inconscientes, on a tendance à pas les voir passer, sauf si on s'entraîne à les observer, auquel cas, oui, elles sont furtives, elles sont fugaces, mais on peut quand même les voir penser, les voir passer. Comment est-ce que ça...
comment est-ce que la pensée crée notre réalité? En fait, on fait ça tout le temps. Vous êtes en train d'écouter ce podcast avec peut-être un casque, des écouteurs, au moins un téléphone ou un ordi. Il y a bien quelqu'un qui a imaginé cet appareil avant de dessiner des plans, puis de le faire fabriquer. Mais tout commence toujours par une pensée. Tout ce qui existe sur Terre qui n'est pas produit par la nature a été, donc tout ce qui a été créé par l'homme, a d'abord été imaginé pour ensuite être matérialisé. Donc, ils l'ont fait de façon intentionnelle pour se dire, tiens, ça serait pas mal, on va mettre quatre pieds, un truc plat et un truc vertical et on va appeler ça une chaise. Donc ça a été fait de façon intentionnelle, mais sur les pensées inconscientes, les pensées non intentionnelles, bah, c'est pareil. Et donc, tout ça crée notre réalité en passant par les émotions. Parce que tout ce que je pense de façon consciente ou inconsciente va conditionner comment je me sens. Et ça, c'est plus facile à observer comment je me sens plutôt que qu'est-ce que je pense à quel moment. Comment je me sens va conditionner ma façon d'agir. Si je me sens super bien, en forme, détendu et serein, quand je dois poser une action de prospection commerciale, par exemple, ben, je ne vais pas agir de la même façon que si j'ai la trouille, la peur au ventre et machin. La conversation au téléphone ne va pas avoir la même gueule du tout. Et donc, mécaniquement, le résultat de l'action ne sera pas le même si je suis en pleine forme et serein ou si j'ai la trouille et que je bafouille. Et donc, si le résultat n'est pas le même, on s'aperçoit que la pensée source a conditionné comment on se sent, qui a conditionné comment on agit, et donc ça conditionne le résultat. Et ce qui est magique, c'est que ça, c'est une boucle qui se referme. C'est-à-dire que le résultat va être observé par la pensée, et notre ego va se frotter les mains en disant, tu vois, je le savais. Tu vois, j'avais raison. En ce moment, c'est la crise. Tu vois, j'avais raison, les gens, ils veulent pas acheter. Tu vois, j'avais raison, je suis pas capable. Alors du coup, euh, pour sortir de sa zone de confort et développer son potentiel, il faut penser différemment. Et ça commence par ne pas croire qu'il faut sortir de sa zone de confort. Quitte à penser différemment, pensons différemment à cet endroit-là aussi. Je vous propose, ne sortez pas de votre zone de confort, agrandissez-la. J'agrandis ma zone de confort, c'est-à-dire que progressivement, je rajoute de plus en plus des petites choses, à commencer par ce qui est juste de l'autre côté de la ligne. Sortir de sa zone de confort, ça veut dire faire un saut dans le vide. Personne n'a envie de faire un saut dans le vide, c'est beaucoup trop terrorisant. En agrandissant progressivement petit à petit notre zone de confort, en fait, on ne fait que rajouter des choses dans notre zone de familiarité. C'est-à-dire, je ne connais pas, mais c'est proche de ce que je connais, je vais aller découvrir un petit peu ce truc-là. Ah tiens, maintenant je connais. En vrai, ça fait pas si peur que ça. C'est rentré dans ma zone de confort, j'ai agrandi, j'ai repoussé un peu la clôture. Et petit à petit, par effet de curiosité, par effet capillaire, c'est-à-dire par contact direct, petit à petit, ma zone de confort s'agrandit. Et là, il y a plusieurs points pour casser ce cercle vicieux de je pense mal, donc je me ressens mal, donc j'agis mal et je crée des résultats qui sont mauvais. Donc, évidemment que le bien et le mal sont des notions extrêmement subjectives, mais on peut facilement voir le cercle vicieux. Pour transformer ce système, qui est le cercle vertueux, est exactement le même mécanisme. Je pense quelque chose de chouette, je me sens bien, j'agis avec foi, les résultats sont canons et ça confirme que la vie joue pour moi et que je me sens bien, etc. Cercle vertueux. C'est le même mécanisme. Comment je passe de l'un à l'autre? Soit je suis capable d'observer mes pensées et de me dire non, je vais choisir de penser différemment. Moi, j'ai des clients qui sont des machines de volonté et de drivers mentaux assez incroyables. Ça fait d'elles d'excellents performeurs comme en business. Soit je vais observer mes émotions, de me dire, je me sens comment là? Et ça, c'est ce que vous disiez, Claude, tout à l'heure avec le Plume Village. À chaque fois que ça sonne, toutes les 52 minutes, si je me pose la question comment est-ce que je me sens, et que si je suis honnête, je me sens vraiment pas ouf et que ça serait quand même bien que je prenne soin de ça, parce que tant que je me sens mal, j'agirai conditionné par cette substance qui est à l'intérieur de moi. Ce que je ressens, l'état interne émotionnel dans lequel je suis est le truc le plus important. Mes clients me payent des milliers d'euros pour que je les amène à juste ça. Ce que tu ressens est le plus important. On doit prendre soin de ça. N'accepte pas de te sentir mal plus que nécessaire.
Donc, ce que tu es en train de dire, c'est, imaginons, j'ai besoin de tourner des vidéos, mais j'y arrive pas, je bafouille, je m'énerve, etc., etc. Ouais, Toi, tu es en train de dire, tu vas faire un tour, tu vas écouter de la musique, tu vas danser, tu vas faire peu importe, tu vas dans ton jardin, tu vas papouiller ton chien, tu vas faire un truc qui te fait plaisir, mais t'arrêtes de faire ce que tu fais parce qu'au final, ça va engendrer un cercle vicieux qui fera que tu ne seras pas productif ou en tout cas que tu n'auras pas le résultat que tu espérais avoir. ouais, c'est exactement ça. Change ton état interne émotionnel. Les états internes, on en a trois. État interne mental, état interne émotionnel, état interne physique. Mental, émotionnel, physique. Et les trois ont tendance à s'aligner. Ouais. Si je me sens mal, c'est qu'il y a mécaniquement des pensées qui m'amènent à ressentir ça, même si ces pensées, je ne les ai pas vues passer. Mais si je me sens mal, c'est qu'il y a des pensées qui déclenchent ça. Je vais pas être à la hauteur, ça va pas, ça va être nul et les gens vont me voir. Et si on me voit, on va me critiquer. Nan. Je n'ai pas nécessairement conscience de ces pensées-là, mais s'il y a un état interne tout pourri, c'est qu'il y a des pensées qui sont alignées à ça. Et physiquement, à long terme, je vais avoir tendance à déraper dans ce sens-là. Prendre soin de son état interne émotionnel, c'est absolument indispensable. Donc, comme tu l'as dit, faites ce que vous voulez, qui va vous faire du bien, qui va vous apaiser. Et quand vous vous sentirez mieux à ce moment-là, revenez pour poser l'action que vous devez poser. Et si vraiment, vraiment, c'est super chaud parce qu'il y a cette émotion qui revient de façon chronique, je ne peux pas m'empêcher de me sentir angoissé, stressé, anxieux, je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable de ne pas faire ceci. Si j'y arrive pas, si c'est au-delà de ma volonté, si tout ce que je tente ne fonctionne pas, je vous file un tips. Si vous allez sur la chaîne YouTube Cédric et Serméan, il y a une playlist qui s'appelle Les outils. Et dans les outils, mais si vous tapez dans le champ de recherche Cédric et Serméan logo synthèse, vous avez une vidéo tutoriel qui est un outil absolument magique qui vous permet de dissoudre l'émotion de culpabilité, d'anxiété. Et moi, je me retrouve avec des clients qui se sentent coupables ou anxieux ou stressés depuis des années. On fait l'exercice, ça prend 5 minutes. Et ils se disent, mais c'est dingue. La seule chose dont j'ai peur, c'est que ça revienne. Parce que ça fait une semaine que je me sens trop bien. J'ai juste peur de retomber dans ma vie d'avant parce que là, c'est vraiment trop cool. Ils ont fait quoi? Ils ont fait une logosynthèse, une fois, quoi. Euh, alors, si l'expert comptable qui est en moi parle, elle dirait, ouais, mais là, j'ai un rendez-vous. J'ai pas le temps de faire ton truc parce que je suis attendue dans moins de 3 minutes. Il y a mon client qui va arriver et comment je fais parce que je me sens pas bien. J'aurais besoin de faire une pause, mais j'ai pas le temps. Comment on fait quand on se sent opprimé, oppressé et contraint parce que il y a un planning. Ouais. C'est une excuse. Donc, tu arrives en retard. Arrive en retard s'il faut. Ou serre les dents, passe à travers ce rendez-vous et fais ta logosynthèse après. Mais tôt ou tard, c'est comme si tu me dis, je suis sur l'autoroute, en train de rouler en voiture, je suis sur la réserve depuis 200 bornes, ça clignote dans tous les sens, mais j'ai pas le temps de m'arrêter faire le plein. À un moment donné, la réalité va te rattraper là. On Donc, est d'accord. tu es responsable tôt ou tard de faire ce qui doit être fait, sinon l'élastique va péter. Ouais. Et cette logosynthèse, juste pour vous dire, Cédric et moi, on l'utilise au moins une ou deux fois par semaine chacun. Minimum. Et simplement en s'observant, en se disant, non, mais là, j'ai pas envie de garder cette émotion qui est une émotion désagréable. Eh ben, allez, go. On a, alors à force, on connaît les phrases par cœur, mais les clients le mettent dans le téléphone et on peut vraiment trouver des choses pratiques. Et oui, j'ai 3 minutes avant mon rendez-vous. Ben, je préviens en disant, j'aurai 5 minutes de retard. Et je prends ce temps-là pour moi. Et voilà. Et nous, on l'utilise encore quotidiennement, j'ai envie de dire. Quasiment. Et quand tu le fais plusieurs fois, tu t'aperçois que ça prend littéralement une minute ou deux à faire la logosynthèse, passer à travers les trois phrases. Ton système a l'habitude d'être devenu malléable à force de le faire. Et tant qui, ok, tu poses la première phrase, tu sens que ça bouge, la deuxième, tu sens que ça bouge, la troisième, tu sens que ça bouge, terminé, t'es apaisé. Mais Alors ça moi, je ne fais demande, pas cette gymnastique comme toi. Moi, ça me demande encore une petite quinzaine de minutes, un petit quart d'heure à peu près. Mais on est d'accord que ça fait vraiment un bien fou et ça apaise le ouais, mental. Mais enfin, ouais. je vais reprendre un de tes termes, c'est magique.
Ouais, mais c'est ça, c'est complètement fou. Et tu vois, cet outil, il a été créé par Willem Lemers en 2005. Ça fait bientôt 20 ans que ça existe. Personne connaît. C'est un truc de fou. Et c'est complètement magique. Et ça Mm. peut littéralement changer la vie de quelqu'un qui est drivé par de la culpabilité, de la honte, ou quelle que soit la souffrance. Ah, un truc super important. Ne culpabilisez pas de vous sentir mal. Ne vous jugez pas de dire, ouais, mais là, je me sens mal, machin. Attention, attention, attention. C'est important ce que Chloé a dit. Nous aussi, on fait des logosynthèses plusieurs fois par semaine. Pourquoi? Parce que la vie, c'est la vie. Et dans la vie, il y a un mec qui te coupe la route en voiture et tu as eu peur et tu restes avec ce truc de ouais, cet enfoiré, hier, il m'a coupé la route, je suis encore avec pris par ce. En fait, on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, on est responsable de ce qu'on fait avec ce qui nous arrive. Et l'invitation ici, c'est vous êtes assez grand pour prendre en main et décider que j'ai suffisamment porté ce poids émotionnel-là qui est pas cool, je choisis de le déposer et d'avancer plus léger. Et la logosynthèse est l'outil qui vous permet de le faire. Ça ne veut pas dire que vous ne vivrez plus d'émotions. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une émotion qui est pas chouette, qui est pas agréable et qui reste, vous pouvez la déposer, la laisser derrière vous et avancer plus léger. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sont des grands maîtres Yoda de la pensée positive et qui, du coup, détournent tout? Je te vois faire la bouille pour les Waouh! auditeurs. Waouh! Ah, la pensée positive, c'est un piège. Parce que c'est la technique de l'autruche. C'est le sketch de Danny Boone. Je vais bien, tout va bien. Ça n'existe pas, en fait. La pensée positive, c'est de voir tout le positif. Ça veut dire que le négatif n'existe pas. Ça veut dire que je rejette une partie de ce qu'est la vie. Non, 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 non. Vous avez le droit de vous sentir en colère, anxieux, envieux, coupable, honteux, bien sûr, mais pas plus longtemps que nécessaire. J'aime À un beaucoup. moment donné, c'est OK, je me sens pas bien, j'ai réagi émotionnellement par rapport à ce truc-là. Bon, ça marche, message reçu, je passe à autre chose. Et là, ça s'appelle la maîtrise de soi, en fait. Et là, on a un outil pour faire de la maîtrise de soi. Et ce qui est génial, on nous pose la question tout le temps, oui, vous pouvez le faire avec les enfants. Absolument, ils adorent ça. C'est un jeu super simple. Tu dis une phrase magique, c'est littéralement de la magie. C'est une formule magique pour se sentir mieux. Abordez le truc avec un chapeau et une baguette avec vos enfants si vous voulez. On a une formule magique à réciter pour faire disparaître l'émotion, le dragon qui pousse à l'intérieur de nous parce que les enfants se sentent en colère, ils ne savent pas comment gérer. Aidez-les. Vous allez leur permettre de muscler leur système nerveux qui sait s'apaiser et ne pas contenir ou résister. Parce que l'idée, c'est pas de se battre contre ces émotions ou de les annihiler. L'idée, c'est de savoir les maîtriser. Je Et confirme. Vas-y, j'aimerais Chloé. juste rajouter que si vous avez aussi observé cette sensation désagréable a posteriori, quelques jours après, quelques semaines après, si vous sentez toujours cette émotion, vous pouvez utiliser la logosynthèse, même longtemps après, j'ai envie de vous dire. Ça marche aussi. Donc, quand vous vous en rendez compte, si c'est juste après l'émotion ou longtemps après, la logosynthèse va marcher dans tous les cas. Oui, je confirme parce que justement, j'ai une anecdote par rapport à ça qui vient confirmer ce que vous venez de dire tous les deux. Ma fille a 15 ans et forcément, comme tous les ados de 15 ans, elle a regardé un film d'horreur avec ses copines. Et elle ne nous l'avait pas dit, mais elle m'avait demandé la veilleuse parce que le soir, elle se sentait pas en sécurité. Et on a laissé faire parce qu'elle se tape des petits délires comme ça, puis de temps en temps, elle fait des trucs avec des ombres chinoises, tout ça. Bon, bah ok, on a laissé la veilleuse, puis un soir, deux soirs, trois soirs, on a commencé à en parler, puis elle n'osait pas nous dire qu'elle avait regardé ce film. Et peut-être 10, 15 jours plus tard, ben, elle a lâché le morceau. Donc on était 10 à 15 jours plus tard et on a fait justement une logosynthèse. Résultat, elle s'est sentie beaucoup mieux, elle était beaucoup moins effrayée le soir. Mais J'adore. ça marche très bien, oui. Là, moi, ça me touche ce que tu dis parce que tu vois, c'est pile la raison pour laquelle moi, je me lève le matin et pour laquelle je fais ce métier-là. C'est d'accompagner les adultes à accompagner leurs enfants pour que ces enfants-là puissent grandir dans des meilleures conditions que ce que nous, on a vécu finalement. Quand tu as 40, 50 ans,
on doit déprogrammer son inconscient, apprendre à gérer ses émotions. C'est tout un chantier. Mais si on peut transmettre ces compétences-là, ce savoir-faire, cet état d'esprit, ces outils à nos enfants quand ils sont enfants, ados ou jeunes adultes, putain, mais ils gagnent 20 ou 30 ans, quoi. Ouais. C'est ça qui est génial. Et c'est ça que je trouve vraiment fantastique. Donc, bravo pour avoir pensé à offrir cet outil à ta fille. Après, je ne dis pas qu'elle le réutilisera plus tard, hein, ça, libre à elle, mais elle en a fait l'expérience. Elle en a fait l'expérience et puis c'est de l'éducation. Petit à petit, t'as pensé à faire une logosynthèse? Ah non, nos clients en accompagnement individuel, ils y pensent encore pas complètement tout le temps. Donc, il y a ça, t'as pensé à faire une logosynthèse? Ah oui, non, merde, effectivement, j'ai pas pensé. C'est une habitude à prendre. Ouais, Et c'est vrai. voilà, c'est de l'éducation. C'est comme les enfants. Tu t'es lavé les dents? Ouais, non. Bon, ben, on va le répéter une paire de fois là qu'il faut qu'ils se lavent les dents le soir avant d'aller se coucher, avant que ça devienne automatique. Et quand je dis une paire de fois, c'est une paire de milliers de fois là. C'est vrai. Donc, c'est normal. C'est normal. Et du coup, je reviens à la carte, change de place avec qui tu veux. Tu es entrepreneur, ton business il stagne, et du coup, bah, ça rend un peu bougon. On crée du coup Ouais. des pensées qui sont pas forcément bonnes. Tu nous as proposé la logosynthèse pour changer ça, mais est-ce que tu peux nous raconter peut-être une anecdote, une histoire, un client qui a vraiment évolué et qui a vraiment changé du tout au tout après être passé dans tes mains? Alors, toi aussi, c'est ici, c'est ailleurs, hein, parce qu'on ne passe pas dans tes mains physiquement, tout se fait à Ouais. distance. Le cas qui me vient est assez flagrant pour une raison précise. C'est que ce gars-là vient du médical. Et quand je dis médical, il est anesthésiste. Ok. Donc, Donc, carré, cartésien, c'est pas le genre de scientifique. métier créatif, si tu veux. C'est pas le genre de métier où tu fais les choses au doigt mouillé. C'est un mec qui est extrêmement rigoureux. Et souvent, les gens du médical, parce qu'ils apprennent des protocoles très précis, parce que c'est une question de sécurité pour leurs patients, sont hyper coachables. Et ce gars-là, en fait, quand il a embarqué avec nous, il démarrait une activité où il allait devenir anesthésiste indépendant et offrir ses services à différentes cliniques et hôpitaux. Donc, il n'était pas dans un service particulier d'un bâtiment, d'un centre hospitalier, mais en freelance pour aller boucher les trous de personnel et ou de matériel. Il est associé avec un médecin anesthésiste et lui-même, il est opérateur anesthésiste, un truc comme ça, je ne sais plus exactement le titre. Infirmier. Infirmier anesthésiste. Et il n'avait jamais été à son compte. Il découvrait le principe de l'entrepreneuriat et donc c'était, voilà, j'ai fait un prévisionnel, bon, si je m'en sors bien, dans un an, je pourrais commencer à en vivre. D'accord. Sauf qu'il a embarqué avec nous en même temps qu'il démarrait sa boîte. Et donc, il a fait le pivot de l'état d'esprit, c'est-à-dire au lieu de penser je peux pas parce que, il a commencé à penser systématiquement comment est-ce que je pourrais. Et donc, il a dit OK, je me mets à penser comme ça. Parce que dans le médical, encore une fois, ils suivent des consignes et ils les appliquent à la lettre sans chercher à comprendre. Utilise la logosynthèse à chaque fois qu'il en a besoin. Bref, l'élève modèle. En 4 mois, il avait doublé son prévisionnel de la fin de l'année. Il fait 30 000 balles par mois en 4 mois, alors qu'il avait prévu de faire 16 000 en un an, par mois au bout d'un an. Et là, quand on s'est reparlé quelques mois après, il me dit, bah, tu vois, c'est génial. Là, c'est l'anniversaire de mon fils. On est mercredi. Aujourd'hui, je travaille pas. Il y a quelqu'un qui bosse pour moi. Voilà, il a trouvé une harmonie globale de vie, un équilibre de vie global entre son travail, sa famille, du temps pour lui. Il va faire du sport, il va danser, mais simplement parce qu'il a appliqué, euh, j'ai envie de dire, soigneusement les exercices, à adopter l'état d'esprit, voilà, parce qu'il est. Mais encore une fois, c'est une qualité qui est inhérente beaucoup aux gens du médical parce que, ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est un cas typique que la magie opère quand on la laisse faire. Ouais. Moi, j'avoue que je suis passée aussi dans tes mains parce que bah, quand tu es expert comptable, faire des prévisionnels, tout ça, tu sais faire, il n'y a pas de problème. Par contre, communiquer, c'était déjà plus compliqué pour moi. J'étais sur la réserve.
Oser parler de moi, oser parler de mon activité, oser parler de mes services, c'était presque inenvisageable, ce qui était un peu compliqué. Et en effet, on a fait des exercices et petit à petit, ça s'est ouvert et ça a ouvert des opportunités et des choses auxquelles je ne m'attendais même pas. J'ai pas fait que communiquer. Derrière, il y a eu des choses qui se sont mises en place. J'ai refondu mes programmes pour que ce soit plus facile. Enfin, il y a des choses qui se sont mises en place naturellement. Et j'insiste sur le naturellement. J'ai pas eu besoin d'y réfléchir. En fait, c'est devenu des évidences. Et dernièrement, ensemble, on a participé au bundle de Virginie Chastel et j'ai pas forcé non plus sur la communication. En fait, c'était un jeu, c'était ludique. On a fait un concours avec Virginie de petites vidéos complètement loufoques. À aucun moment, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Oh la vache, mais je peux pas publier ça. Enfin, et c'est pour ça que je suis venue te voir. Et ça s'est envolé, mais je sais même pas où c'est et je m'en fiche en fait, hein. Vraiment, ça emmène le business à un niveau auquel on s'attendait pas forcément et ça fait prendre des chemins qu'on découvre parce qu'on les avait même pas envisagés. Exactement. En fait, on lâche le contrôle, on lâche la rigidité du mental qui a décidé que c'est comme ça que ça devait se passer. Et parce que tu as dissous les fonctionnements de l'adulte que tu avais appris et que tu te reconnectes à ta nature profonde, ta nature s'exprime et tu te mets à jouer avec la vie plutôt que d'avoir besoin de la porter. Mais ce qui est fou, c'est qu'on peut se dire, ouais, mais le business, ça doit être carré, ça doit être cadré, ça doit être contrôlé, maîtrisé. Enfin, en tant qu'expert comptable et commissaire aux comptes, la maîtrise, pour moi, il y a une pub pour des pneus comme ça, sans la maîtrise, c'est rien. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. C'est une pub Pirelli. Ouais. Oui, exactement. Mais ça, c'est 50% de l'équation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la partie logique de l'équation. C'est le 50% de la vie qu'on a tous appris à utiliser. L'autre 50%, c'est l'élan, l'instinct, la créativité, l'intuition, toute la partie non logique. On dit souvent que l'humain utilise 10% de son cerveau. Imaginez que vous utilisez 10% de votre cerveau en n'utilisant que la partie logique. Dès que vous vous mettez à utiliser la partie créative, intuitive, instinctive, d'un seul coup, vous passez de 10 à 20% d'utilisation de votre cerveau. Et ça crée ce que j'appelle un effet de levier énergétique. C'est-à-dire qu'il y a le phénomène de causalité, les causes et les conséquences. Je pose une action, ça produit un résultat mécanique. Ça, c'est de la physique. Sauf que parfois, on se dit, je produis 100 en travail, je récolte 20 en résultat. Putain, c'est pas normal. Donc là, clairement, il y a quelqu'un qui appuie sur le frein. Et il se trouve que c'est nous-mêmes. Mais on s'en rend pas compte. On dissout les freins internes, donc qui sont des phénomènes de protection, comme ça a été dit tout à l'heure, et on se retrouve à produire 100 comme travail et obtenir 100 comme résultat. Mais ça va plus loin, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est je produis 100 et j'obtiens 120, 200, 300 comme résultat. Qu'est-ce qui se passe? C'est que notre état interne nous met dans un état non logique, dans un état sensitif, on va appeler ça comme ça, qui produit plus de résultats, qui fait que les choses viennent nous aider. Est-ce Et que tu n'arrives pas à rentrer cet ça effet au de levier, flot? oui, c'est ça, l'état de flow, exactement. Et dans cet état de flow où je me sens bien, du coup je fais les choses, j'ai pas d'attente, il n'y a pas de contrôle, j'accepte les impairs et je fais avec et je m'énerve pas et c'est OK. Tu vois, ce matin, non, c'est levé, pas d'eau. Pas d'eau courante. Tout le, Je dis, tiens, c'est marrant, je regarde la vanne d'eau ici, ça va. Je vais dehors, soulever la vanne générale, il n'y a rien qui a pété. Je vois un camion de la régie des eaux. Ah, il y a une fuite, toute la rue est coupée. Bon, on s'est pas mis en rage de dire merde, on a l'enregistrement avec Steph. Bon, ben, ok, on va faire avec, il n'y a pas de problème. Tu vois, du moment où ton état interne, tes trois états internes sont bien, tu ne réagis plus à ce qui se passe. Tu gardes un mouvement dans lequel tu te sens bien. Et ça crée un effet de levier où tu produis 100 comme action et tu te retrouves avec 200, 300 comme résultat. Toutefois, les gens qui se disent spirituels, machin, et qui se mettent pensée positive et qui se mettent à rejeter le monde matériel, la partie 50% logique, action, machin, tu peux appliquer un effet de levier 1000 sur une action qui vaut 0. 1000 fois 0, ça fait toujours 0, les gars.
La tête à Donc, Toto. on ne peut pas passer à côté du fait de faire des choses, mais quand tu le fais avec un état d'esprit, un état émotionnel et un état physique qui est favorable, eh ben, les choses enflent, ça prend de l'ampleur, ça te dépasse, et tu t'émerveilles de plus en plus. Et là, tu es dans le cercle vertueux. Parce que tu te sens bien, tu fais les choses en te sentant bien, tu vois des résultats qui dépassent ce que tu as produit, tu dis putain, j'ai de la chance, tu te mets à ressentir de la gratitude, de la reconnaissance, du coup tu te sens bien, du coup tu produis de plus en plus d'effets de levier, cercle vertueux. J'entends mon audience qui me dirait, mais alors Cédric, du coup, tu kiffes faire ta déclaration de TVA? Bah ouais, c'est Claude qui l'a fait. Voilà, c'est ça. Mais indépendamment de cet exemple-là, si je devais la faire moi, en fait, c'est qu'est-ce qui me gênerait, qu'est-ce qui pourrait me gêner dans ma déclaration de TVA? Le fait d'avoir dépensé de l'argent, le fait d'avoir à poser cette action, c'est quoi le problème? Ah, très bonne question, oui. C'est quoi le problème? Prendre du Qu'est-ce temps qui... pour un truc qui rapporte pas, que les gens trouvent inutile, c'est vraiment un des plus gros retours que j'ai, en fait, hein. Voilà, voilà. Et en fait, c'est qu'il y a une pensée au départ qui dit ça, c'est inutile, mais je dois le faire, je suis obligé. Gna, 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 pensée, émotion. Et voilà. OK, comment est-ce que je pourrais voir ça autrement que c'est inutile? C'est indispensable. OK, j'accepte. J'accepte que je dois faire ça. J'accepte que je dois verser 4 000 balles. J'accepte. Ça va pas, je choisis que ça changera pas ma vie. Après, moi, j'aborde ça du principe que quand vous l'encaissez, c'est déjà pas à vous. Hmm. Exactement. De toute façon. De toute façon. Mais c'est vrai que c'est rassurant d'avoir cet argent-là sur le compte. On a l'impression qu'on nous enlève de l'argent. Mais tout ça, c'est jamais qu'un point de vue. C'est pas. Du moment où tu te dis, de toute façon, cet argent n'est pas à moi, genre j'ai un compte d'épargne sur mon compte pro, ma TVA, je la fous de côté, et quand ça sort, c'est cet argent-là qui doit sortir. Hmm. Flo, elle fait ça, en l'occurrence, 9 fois sur 10, on nous demande moins d'argent que ce qu'on a mis de côté. Donc ça devient une bonne nouvelle. On a payé la TVA, il nous reste des sous. Youhou! Ça devient une bonne nouvelle. Mais parce que c'est un état d'esprit au départ qui est différent, la chaîne de causalité a changé. Derrière, on est tranquille. Ouais, aux petits oignons. Du coup, ce que tu nous expliques vis-à-vis de la pensée, c'est qu'on peut réellement changer de place avec qui on veut dès l'instant où on plante la graine dans la tête pour pouvoir la laisser pousser. Ouais. Si ça J'ai nous ple- convient. En fait, j'ai plein d'exemples où j'ai essayé de le faire et j'y arrivais pas. C'est parce que je pense à ceux qui nous écoutent là. Euh, Pendant 12 ans, j'étais entrepreneur et je gagnais pas d'argent. C'est très long. Et pendant ces 12 années, je cherchais des solutions. Je me faisais coacher, je faisais des programmes, des machins, et je regardais des films inspirants avec des gens qui passaient de l'échec au succès, si tu veux, pour essayer de dupliquer ce que eux avaient fait, même si c'était des fictions, pour essayer, tu vois. Euh, je crois que le plus gros obstacle, le plus gros problème que l'on a, c'est qu'on cherche à contrôler les résultats. On est persuadé que c'est les résultats qu'on veut obtenir qui vont nous apaiser. J'ai une cliente qui m'a envoyé hier, elle fait un vision board. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Elle met ses rêves sur un tableau, une bagnole, une maison, des voyages, des machins. Moi, je vous recommande d'arrêter de faire ça. Parce qu'un vision board, c'est pas un tableau de vision, en fait, c'est un tableau de fantasme. Vous ne faites qu'agglomérer toutes les choses que vous croyez qui vous manquent et que quand vous les aurez, vous serez plus heureux. La sagesse, tous les sages depuis des milliers d'années vous diront, si tu sais te sentir bien avec ce que tu as, alors tu es heureux maintenant et tu vas faire qu'alimenter le cercle vertueux avec des choses qui vont arriver encore plus. Mais ça demande de savoir aimer ce qu'on a déjà, plutôt que de le rejeter et de chercher à aller obtenir autre chose pour boucher le trou de ce qui nous manque. Ne pas avoir d'attente. Tu fais une fantastique transition avec
la conclusion de ce podcast sur le fait qu'on joue à MAD, où le but, c'est de tout perdre son argent. Parce qu'en fait, clairement, ce que tu dis, c'est que il y a des aspects imprévisibles, parfois chaotiques, et que ça fait partie de la vie. Le yin, le yang, le bien, le mal, appelez-le comme vous voulez, mais qu'en gros, euh, ce qui est important, c'est pas ce qui se passe, c'est comment nous, on interagit avec ce qui se passe. J'ai bien compris. C'est exactement ça. En fait, le bien et mal, ça n'existe pas. C'est un point de vue. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'était bien que les femmes n'aient pas le droit de vote. Qu'est-ce qui... Aujourd'hui, ça nous paraîtrait complètement débile. D'avoir des Noirs comme esclaves, c'était vachement bien pendant un temps. Mais voyons, mais c'est impensable. Donc, l'éthique, le bien, le mal, tout ça, c'est subjectif en fait. Ouais. Donc, c'est juste le point de vue que je porte sur les choses. Si je considère que ma vie, c'est de la merde, ok, mais ça m'empêche d'apprécier ce que je pourrais apprécier d'ores et déjà, et donc de me sentir bien. Et donc, je me retrouve à mettre en place plein de stratégies pour essayer de compenser ce qui me manque la sensation interne qui est désagréable, en essayant de courir après des objectifs, de l'argent, des bagnoles, un amoureux, des médicaments magiques pour perdre du poids, tout ce qui essaye de compenser mes névroses, en fait. Mais si je fais le chemin inverse de me dire, OK, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que je peux déjà aimer? Bah, tout mon système s'apaise parce que j'arrête de juger ma vie et ce qui la compose en ne regardant que ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que ce que j'aime pas. Comme ça, j'ai une bonne raison de ne pas être content et je suis bien dans mon cercle vicieux et dans mon jus. Mais je suis pas en train de parler de... Vous savez, tu sais, il y a ce proverbe qui dit le contentement fait partie du bonheur. Un proverbe Peul en Afrique. Et j'ai longtemps cru que le contentement, c'était se contenter. C'est pas se contenter, c'est être content. Le contentement, donc être content, fait partie du bonheur parce que c'est la nouvelle graine que je vais planter qui va faire pousser des tulipes dans mon jardin au lieu de faire pousser des ronces. Ce qui n'empêche pas la mise en action. Absolument, on ne peut pas passer à côté de la mise en action. La graine, si je la plante pas, si je l'arrose pas, si je fertilise pas, elle pousse pas. Si elle reste dans le sac, elle pousse pas la graine. Donc, c'est les lois de la nature là. Les agriculteurs n'ont rien inventé. Revenons au bon sens paysan, s'il vous plaît. Dixit les salades. Dixit les salades. On a un défi avec les salades. Voilà. Elles se sont toutes fait becter par les limaces. La terre dans laquelle on l'a plantée n'était pas ouf. On recommence, c'est pas grave. On On a n'est eu le pas en même souci, colère. beaucoup de pluie, beaucoup de limaces, pas de Voilà. salade. Voilà. Résultat, on a planté des salades en pot, et donc on a des salades en pot. On a mis une barrière de coquilles d'œufs et de sable pour préserver. Bon, bref, voilà, on interagit avec la vie, mais à chaque fois qu'on se bat contre la vie, en fait, on a déjà perdu. C'est qu'on est en train de regarder les choses sous le mauvais angle, clairement. Donc moi, je pars toujours du principe que le business est un jeu. On Ouais. étend ça à beaucoup plus. La vie en globalité est un jeu. La vie est un jeu et je crois que le but du jeu, c'est d'apprendre à jouer avec la vie. Et on s'aperçoit que quand elle est dans notre équipe, plutôt que dans l'équipe d'en face, parce qu'on croit qu'il faut la porter ou la combattre, quand on se dit que la vie est dans notre camp, il pleut des bénédictions tous les jours. Littéralement. Comment tu fais pour que la vie soit dans ton équipe? Parce que est-ce que c'est un jeu coopératif ou est-ce que c'est un jeu d'adversaire ou En fait, c'est un jeu coopératif. Si tu choisis que c'est une coopération. Mais on a tous connu ces jeux dans la cour de récré en l'école primaire où tu as deux leaders qui font les équipes. Et personne veut être le dernier, tu vois, c'est la loose d'être le dernier à être choisi. Parle pas de ça, tu soulèves une blessure d'enfance. Eh ben, imaginons que nous sommes la personne qui doit constituer l'équipe. Au lieu de considérer que la vie c'est de la merde et d'essayer de ne pas avoir à la choisir et qu'elle se retrouve à être choisie en dernier, considérons que la vie a des choses à nous apporter et choisissons-la en premier et la mettre dans notre équipe plutôt que d'espérer qu'elle sera dans l'équipe de l'autre. C'est juste une question d'angle de vue, encore une fois. Je crois que là, j'ai rien à ajouter. C'est une fantastique conclusion. Est-ce que Claudine, tu aurais un mot de la fin aussi? J'avais juste envie de rajouter tout à l'heure, ouvrez sur le merveilleux. Parce qu'on est capable d'ouvrir sur le pire dans notre vie.
mais d'ouvrir sur le merveilleux et de laisser ce potentiel arriver. C'est tout ce qu'on vient de dire pendant ce podcast. Ouais. Alors les amis, amusons-nous, amusez-vous, kiffez, prenez du plaisir. Mince, mon lexique commence à être... Éclatez-vous. Jouissez. Et que vos business soient des jeux, mais pas que votre vie globale soit un jeu. À bientôt et que la gestion soit avec vous. Ciao. 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 Et merci beaucoup Cédric et Claudine d'être venus pour parler de ça ici. Avec joie.